Il s'appelle Philippe Poutou et c'est lui qui nous rejoint à présent. Il vient d'avoir 50 ans, il est ouvrier dans l'industrie automobile. C'est sa deuxième candidature pour le nouveau parti anticapitaliste. Son slogan « Nos vies, pas leur profit ». Bonsoir Philippe Poutou. Bonsoir. Bonsoir Philippe Poutou, merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu. Pour commencer, comme à chaque candidat, nous vous avons invité à porter un objet qui vous tient à cœur ou qui serait significatif de l'action que vous voulez entreprendre. Quel est-il? Alors on a hésité. Finalement, on a choisi le drapeau de la Guyane. Ah. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il faut le montrer. Voilà, on le voit. Ça se voit là. Donc là, c'est le vert des richesses du sol, de la forêt amazonienne. Ça, c'est le jaune des richesses du sous-sol, les minerais. Et ça, c'est le rouge un peu de la lutte. Voilà. Donc, c'est pour faire hommage au mouvement social qu'il y a aujourd'hui en Guyane, avec les blocages, la grève générale, la lutte surtout contre la pauvreté, pour des services publics, une santé, une éducation, contre les inégalités sociales, contre la violence qu'il y a dans cette société-là. Et aussi, dans ces luttes-là, on a envie de parler de ce qui est posé, même si ce n'est pas mis en avant. Il y a la question coloniale, puisque les richesses de la Guyane sont volées par l'État français. C'est quand même plus de 90% des richesses qui sont absorbées par l'État français. Donc, c'est aussi dénoncer ça, puis revendiquer le droit à l'autodétermination des populations qui sont encore colonisées par l'État français. Voilà. Donc, c'est l'objet que voilà. vous avez choisi. Voilà. Je ne sais pas, il ne tient pas debout, mais je ne sais pas si je peux... Votre symbole. Deux précisions sur votre programme économique. D'abord, vous voulez un CDI pour tous. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui ne veulent pas de CDI, qui préfèrent être indépendants ou qui préfèrent un autre contrat de travail plus flexible? Oui, enfin nous, ce qu'on dit d'abord, c'est qu'il faut un travail garanti pour tout le monde. Voilà, un travail, c'est de quoi vivre. Donc c'est au moins qu'il y ait ça qui soit garanti pour l'ensemble de la population, c'est de ne pas galérer au chômage ou dans la précarité avec des tout petits salaires qui ne permettent pas de vivre décemment. Donc c'est ça qu'on revendique d'abord. Mais vous précisez le CDI. Oui, le CDI, parce que c'est la stabilité de l'emploi. Après, évidemment que ça ne veut pas dire qu'on est obligé de... Parce qu'après, il faudrait aussi arriver à discuter d'une société où on peut changer d'emploi en cours de sa vie, qu'on ne soit pas obligé de finir une carrière et se faire chier quelque part. Donc on est pour aussi cette liberté-là. Et donc du coup, après, vous répondez, vous, par rapport à la question du travailleur indépendant ou de l'auto-entrepreneur, de ces statuts-là, ou de l'ubérisation, ce qu'on appelle l'ubérisation. Nous, on pense que c'est pas une question de... Non, c'est pas ça. C'est que nous, on pense que c'est dangereux de penser que finalement, en individualisant, c'est encore mieux, parce que ça se traduit en réalité par beaucoup plus de précarité. L'idée, c'est surtout qu'il y a la possibilité pour l'ensemble de la population de pouvoir travailler, de pouvoir changer de métier en cours de vie, et donc de pouvoir effectivement avoir une liberté de ce point de vue-là, mais au bout du compte, la garantie de vivre correctement, d'avoir un salaire décent, c'est ça qui est essentiel. Mais pour préciser sur le CDI, par exemple, pour les saisonniers, l'entreprise viticole qui embauche un saisonnier pour faire les vendanges pendant un mois, est-ce qu'ils seront obligés de leur faire un CDI? Non, c'est comme le contrat à temps partiel. Nous, on ne veut plus de contrat à temps partiel imposé. Maintenant, si c'est un choix du salarié, évidemment que ça soit peut-être permis. Mais c'est surtout ça, c'est qu'après, s'il y en a un qui veut travailler un petit peu, à ce moment-là, il puisse le faire. Mais qui est la garantie pour celui qui le souhaite de pouvoir travailler à temps complet et surtout avec la question d'un salaire décent. Donc, c'est une garantie de salaire à vie, finalement. C'est pas imposer le CDI pour tous. Non. Ce qu'on voudrait imposer, par contre, ou plutôt interdire, c'est les licenciements dans les grosses entreprises qui font des bénéfices, évidemment. Et puis, c'est de toute façon, globalement aussi, cette idée qu'il faut un revenu à un salaire à vie. Donc, c'est la question d'une sécurité sociale développée qui permettent d'assurer ça. Donc, et puis enfin, et au bout du compte, puisqu'il faut aller au bout de la chaîne, c'est qu'en fait, on ne veut pas laisser aux capitalistes les moyens de diriger tout ça, de décider. Et donc, c'est pour ça qu'on parle aussi d'expropriation, de réquisition, de secteurs entiers de l'économie, la question bancaire notamment, mais aussi dans d'autres secteurs comme la recherche médicale, la santé, tout ça. Nous, on pense qu'il faut que ce soit entre les mains des salariés, de manière à pouvoir diriger l'économie, ou en tout cas fabriquer les choses de telle manière que ça réponde aux besoins sociaux. Alors, je rebondis sur ce que vous dites, que les salariés prennent en main l'économie, expropriation, nationalisation, autogestion. Est-ce que vous récusez l'idée qu'il y a des créateurs d'entreprises qui peuvent avoir du charisme, du génie, Mark Zuckerberg, Facebook, Bill Gates en son temps, Microsoft? Est-ce qu'il y a pas des hommes comme ça, d'après vous, qui sont faits un peu pour créer et diriger? Il y a plein d'ouvriers qui ont plein de grandes idées aussi, dont on ne parle pas, qui sont en permanence en train d'améliorer les choses au niveau des process de production et tout ça. Donc, non, le problème, c'est pas ça. C'est pas qui a de l'idée, qui est malin, intelligent, innovant ou pas. C'est pas ça le problème. Il y en a partout, à tous les niveaux. Le problème, c'est qu'on a aujourd'hui une société, ou en tout cas une économie, qui est dirigée et qui fonctionne pour faire du profit, pour remplir les poches des actionnaires, pour remplir les poches des soi-disant créateurs. Parce que là, vous parlez de
ceux qui créent effectivement, mais il y a plein de gens qui sont hyper riches, qui n'ont jamais rien créé de leur vie. On peut parler. Ouais, il y a quand même des Ce que je veux dire, c'est que les situations sont diverses. Oui, voilà, il y a quand même des gros exploiteurs qui font rien, qui ne font juste que licencier et s'enrichir grâce au licenciement à des fermetures d'usines. Mais du coup, on peut penser à Arnaud, par exemple, qui est le premier en France, qui est d'une grande richesse, qui n'a jamais rien inventé du tout. Il y en a qui héritent beaucoup aussi, qui sont très riches parce qu'ils ont pu hériter. Non, nous, c'est surtout cette idée d'un système économique. Enfin, ça paraît surprenant pour plein de gens, peut-être pour vous, mais nous, ce qu'on pense, c'est que c'est possible d'avoir une économie qui fonctionne tout simplement en ayant la volonté de répondre aux besoins de la population et qui fonctionne démocratiquement. C'est-à-dire avec l'idée de l'autogestion, l'idée que ce soit les salariés, justement, qui contrôlent tout ça, parce que c'est quand même ceux qui connaissent les mieux les procédés de fabrication, qui connaissent les mieux comment ça peut faire, et puis même qui peut avoir une idée sur la façon de produire, tout en respectant même y compris l'environnement, enfin faire des choix un peu comme ça se passe à Fralib ou à Pilpa, les glaces du côté de Carcassonne, où il y a une volonté de reprendre l'usine et puis de dire nous on va faire comme ça, en respectant à la fois les salariés et puis en même temps en se posant le problème de comment on peut relocaliser les productions. Pour prolonger la question de David, est-ce qu'il y a un exemple d'un chef d'entreprise que vous pourriez admirer, qui pourrait être votre modèle ? Je sais pas, moi j'en connais pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de copains ou de copines du côté des chefs d'entreprise, mais je dirais moi Romanès, le cirque Romanès. On va considérer que ce qu'il fait c'est super, ce qu'ils font, parce que c'est Alexandre et Delia Romanès par exemple, qui font un spectacle qui est très chaleureux, et bon c'est un cirque Zigane, voilà, donc je peux vous citer cet exemple-là. Après j'ai un autre camarade aussi qui tient une pizzeria à Carré, il s'appelle Mathieu, et voilà, il a fait son petit restaurant, et c'est super sympa. Alors j'espère qu'il va pas y avoir trop de clients maintenant que j'en parle, mais parce que c'est petit, mais voilà, donc oui, bien sûr, mais même nous, dans l'NPA, on a des camarades qui ont leur petit commerce, ou des exploitants agricoles, on a des viticulteurs, des gens qui élèvent des veaux, des vaches, voilà, donc on a aussi ça. Donc c'est pas que ce soit un problème de modèle, pas de modèle, c'est que nous, on est pour une économie, surtout, mais qui soit entre les mains de la population, qu'on puisse produire justement sans que ce soit parasité par des exploiteurs, des gens qui pensent juste à s'enrichir. Bon, c'est ça qu'on dénonce, et on pense que c'est possible, effectivement, d'organiser l'économie complètement différemment. Bien. Votre carte blanche, Philippe Poutou, quelles mesures souhaitez-vous mettre en avant ? Nous, on voulait parler de l'écologie. Voilà, parce que ça fait partie, bon, il n'y a pas que ça, mais il y a plein de thèmes qui sont très peu abordés dans la campagne électorale. Et chacun a toujours à dire, oui, mais ça, on n'en parle pas. Mais c'est vrai que l'écologie, ça fait partie des choses importantes pour nous, parce qu'on voit bien qu'il y a un problème de destruction de l'environnement. Allez-y. Il y a un problème ou... Non, je vous en prie, allez-y. Parce qu'en fait, on voit que le capitalisme, c'est un genre de rouleau compresseur qui casse tous les droits sociaux, qui écrase les gens, mais ça aussi détruit la planète. Et donc, nous, on pense qu'il faut, par rapport à ça, mettre en place un service public de l'énergie, notamment, pas que ça, mais qui permettrait justement d'avoir une politique de production de l'énergie et de distribution de l'énergie qui soit cohérente et qui permettrait de sortir à la fois du nucléaire, de sortir des énergies fossiles, de développer les énergies renouvelables. Mais en même temps, oui, alors c'est pas, on n'utilise pas trop ce mot-là, c'est l'idée d'expropriation totale, Areva. En fait, tout le service public qui a été démantelé comme EDF, GDF. Nous, on pense qu'il faut aujourd'hui arrêter le processus de marchandisation et de privatisation et en faire un service public réellement, qu'on réembauche, qu'on s'occupe des conditions de travail des salariés. Et on arrête le nucléaire. Et on arrête le nucléaire, les énergies fossiles, on développe les énergies renouvelables, mais en même temps aussi il y a un problème de comment on peut éliminer le gaspillage dans ce système capitaliste. Et puis en même temps, c'est aussi discuter de la question des transports, parce qu'on voit qu'il y a le tout voiture, le tout camion, des trucs complètement aberrants, ça pollue. Et donc la réponse, c'est aussi la gratuité des transports. Mais en fait, c'est l'idée d'avoir une politique cohérente et qui dit comment on peut préserver l'environnement, comment on peut arrêter les destructions. Et je rajouterai la question de l'agriculture. Vous faites tout le... Mais oui, c'est un bloc. Attendez, sur le nucléaire, il y avait une question. Oui, non, mais je finis. Bon, après, je reviendrai à l'agriculture dans un instant, mais sur le nucléaire, pour être bien clair, vous voulez fermer tous les réacteurs nucléaires de plus de 30 ans, ça coûte de l'argent et surtout, ça mettra des milliers de personnes au chômage. Qu'est-ce que vous faites des gens qui travaillent dans le nucléaire? C'est cette idée-là que j'arrive. C'est d'abord, ça coûte de l'argent déjà de maintenir les réacteurs au-delà de 30 ans. De plus en plus, il y a des problèmes de sécurité. Même la SN dit attention, il y a des problèmes, même des pièces défectueuses au sein des réacteurs. Donc, de toute façon, le nucléaire, de toute façon, ça coûte cher à entretenir. Et plus ça vieillit, plus ça coûte cher à entretenir. Donc nous, on pense que c'est tout simplement une question de danger. Il faut arrêter le nucléaire le plus vite possible. Nous, on s'appuie sur le travail des associations qui disent en 10 ans c'est possible. Mais après la question de l'emploi, c'est que d'abord arrêter une centrale nucléaire, ça c'est pas comme la lumière, on s'en va pas et puis c'est fini. Il y a quand même des années et des années, même des décennies. C'est le temps de démantèlement d'une centrale nucléaire. Mais après, il y a tout simplement la question de la reconversion des emplois. Donc quand on produit de l'électricité dans une centrale nucléaire, après c'est la possibilité de transférer les emplois sur la question des énergies renouvelables, notamment, mais pas que. Parce qu'après c'est voir comment on peut. Mais il est évidemment pas question de supprimer les emplois. Et c'est comment on peut les transférer et en créer de plus en plus. Alors c'est pour ça que le lien qui est fait, on le comprend pas parce qu'on se dit c'est quand même facile à imaginer qu'on en aura besoin ailleurs. Et puis c'est de toute façon l'idée d'un service public, c'est aussi le développer, le renforcer. Et donc des besoins,
il y en a vraiment besoin pour pouvoir répondre aux besoins des populations. Sur l'agriculture, vous êtes ambitieux, vous voulez passer à 100% de bio en 10 ans. Ça veut dire que toute la chimie, selon vous, performante en chimie. Certainement qu'on peut faire des trucs intéressants, mais là ce qu'on voit c'est que les dégâts sont considérables avec l'utilisation de la chimie et c'est le problème du productivisme, du capitalisme et dans l'agriculture. Concentration des propriétés de plus en plus grosses et donc de plus en plus besoin de rentabiliser tout ça et la rentabilisation ça passe par l'utilisation du chimique, engrais, fongicides, pesticides et ce qu'on voit aujourd'hui c'est que... On élimine tout. Oui bien sûr parce que d'abord c'est mortel pour les agriculteurs parce que combien de maladies professionnelles beaucoup, en tout cas à Bordeaux il y a des agriculteurs qui sont morts, des viticulteurs qui sont morts. On voit aussi la pollution par rapport aux voisins, aux enfants quand il y a des écoles pas loin. Donc c'est un problème. Là aussi, ça fait partie des choses urgentes quand même à dire bon, il faut stopper ça. Et nous, on pense que la seule solution, c'est le retour à la petite propriété, petites exploitations. Donc en même temps, ça permet aux agriculteurs, aux petits paysans de retrouver des conditions de travail normales et puis d'essayer aussi de trouver des solutions pour qu'ils vivent de leur travail. Donc c'est tout ça. Mais c'est vrai que c'est la remise en cause de tout un système de concentration qui est destructeur au niveau de l'environnement et destructeur aussi socialement. Mais donc notre agriculture, on entend nos agriculteurs se plaindre souvent qu'ils sont moins productifs que des fruits, légumes, produits espagnols, allemands, appuyés sur la sous-traitance des pays d'Europe centrale. Donc par rapport à ça, les petites exploitations, est-ce que ce n'est pas un handicap pour eux ? Non, mais nous, après, c'est dans le cadre du marché capitaliste, c'est pas rentable. Mais nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut absolument relocaliser les productions agricoles, même autour des grosses agglomérations. Par exemple, à Bordeaux, il n'y a plus de culture maraîchère ou très peu. Avant, il y en avait plein. Et donc, du coup, il faut aller chercher toujours plus loin de quoi se nourrir. Et donc, ça crée des problèmes au niveau des transports et de la pollution. Donc, oui, c'est important de relocaliser, de recréer un tissu agricole autour des grandes agglos et de redévelopper ce tissu un peu partout. Ça passera par la petite propriété paysanne et ça passe aussi par un commerce de proximité, par des coopératives. Et c'est tout ça dont on a besoin. Et là, le problème de rentabilité ne se pose pas parce qu'en fait, ce qui se pose comme problème en réalité, c'est comment on nourrit une population sainement. Et donc, évidemment, c'est comment on recrée du lien entre les populations des agglomérations et puis des zones rurales et des paysans. Deux questions sur la sécurité et les frontières. Et d'abord sur la sécurité, puisque cette question est d'autant plus d'actualité avec ce qui se passe ce soir sur les Champs-Élysées. Vous voulez le désarmement des policiers, Philippe Poutou? Vous me le dites comme si c'était hyper grave, oui. Et alors? Moi, je ne sais pas. Mais ça n'a rien à voir, mais je ne comprends pas là aussi, à chaque fois, on rediscute. Je donne une précision, parce qu'elle nous est parvenue. Voilà. Pour l'instant, il semblerait que la fusillade dont on faisait état il y a quelques instants sur les Champs-Élysées, qui a coûté la vie à un policier, un agresseur a été tué, soit la conséquence d'un vol à main armée. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on disait, prudence, l'hypothèse terroriste est très loin d'être privilégiée. Mais ça pose quand même la question... Non, mais il y a un problème de terrorisme, de toute façon. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que... Là, je ne parlais pas du terrorisme, je parlais des armes des policiers. Pourquoi vous voulez désarmer les policiers? Parce que dans les manifestations aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé dans la mobilisation contre la loi travail. Il y a des agressions de la police, gazage, matraquage, une surprésence policière qui ne se justifie d'aucune manière et qui s'ensuit d'une répression contre surtout des jeunes. Donc ça, c'est pour nous inacceptable. Et puis après, on le voit dans les quartiers populaires, dans les quartiers justement les plus touchés par la crise et par le chômage. Et ça, c'est pas tout nouveau. Ça fait quand même des décennies qu'il y a une répression policière avec 10 à 15 jeunes qui sont tués sous les coups de la police par année. Et donc, il y a une violence policière que nous, on pense qu'il faut stopper. Et stopper cette violence policière-là, ça commence déjà par le fait qu'ils aient plus d'armes. À quoi ça sert qu'ils aient des armes? Parce que sinon, on les considère comme des ennemis. Donc, c'est ça qu'on remet en question. Donc, ça sert qu'ils aient des armes peut-être à nous protéger. Par exemple, si dans une manifestation... Et là, ils ne protègent pas, ça tue, ça blesse. Vous prenez le cas d'une manifestation. Si la manifestation dégénère, qu'il y a des casseurs, comment voulez-vous qu'ils maîtrisent la situation? Non, mais là, on n'est pas dans ce cas-là. On est dans le cas de contrôle au faciès, dans le cas d'une police qui fait chier des jeunes dans les quartiers. Et puis, ça se traduit souvent par des drames. Donc, non, mais on peut ne pas être d'accord là-dessus. Mais nous, on pense qu'il y a un engrenage de violence qui est très dangereux. Parce que là, ce qu'on nous explique, c'est que plus ça va, donc plus il faut armer les policiers, plus il faut de policiers. Maintenant, il faut armer les policiers municipaux. Et maintenant, il faut modifier la loi, ce qui a été fait de la légitime défense et l'aligner sur la question des gendarmes. Donc, plus ça va, plus il y a un droit d'utiliser son arme. Et plus donc il y a un droit de la bavure. Et ça devient plus des bavures, ça devient finalement un droit à la police. Donc, nous, on pense que la police qui est au contact de la population au quotidien, elle n'a pas besoin d'être armée. Alors après, on dit ça, mais il y a aussi des expériences dans d'autres pays qui montrent que c'est possible et qu'il n'y a pas plus de drames que ça, il y en a même moins. Et par contre, on a l'exemple inverse d'une police américaine surarmée, y compris même avec une population qui est plutôt armée. Et on voit que c'est là où il y a des centaines de morts par an et que la criminalité, elle est loin de diminuer. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que en plus, il n'y a pas vraiment un problème de criminalité en France. Et là, on peut faire le lien. Non, elle n'augmente pas en réalité. Les petits délits, visiblement, ça augmente. Mais ce qu'on a comme problème, et ça, c'est en lien avec les prisons qui sont surpeuplées aujourd'hui, puisqu'il y a eu des mouvements il n'y a pas longtemps de gardiens de prison qui voient leurs conditions de travail se dégrader, mais aussi des conditions de vie déplorables pour
l'ensemble des prisonniers. Et nous, ce qu'on dit, c'est que là, il y a une logique répressive, hein, où plus ça va, plus on enferme des gens qui sont même pas jugés. Et donc, du coup, ça crée des problèmes en prison. Et on sait que la prison surpeuplée, ça arrange pas les choses en règle générale, parce que les gens qui sortent de prison, ils en sortent pas beaucoup mieux. Donc, nous, on pense qu'il faut libérer la place dans les prisons et sortir tous ceux qui n'ont rien à y faire, et sortir d'une logique de répression et d'une logique de violence. Question sur les frontières. Vous dites, je lis votre programme, il faut une liberté de circulation et d'installation totale. Est-ce que ça signifie que la France a vocation à accueillir toute la misère du monde et pas seulement à en prendre sa part, comme disait Michel Rocard? Mais à partir du moment où ça circule librement, ça rentre dans un sens, ça peut sortir aussi. Donc c'est pas la question de. Mais nous, on pense que c'est le monde tel qu'il devrait être, effectivement. Donc après, on voit bien que c'est pas ça du tout. On voit bien que les gens ont plutôt tendance à penser que les frontières ça protège. Nous, on pense que c'est une connerie. On pense que ça protège de rien. En général, ça va plutôt dans un sens. Quand même. Ben oui, mais après, ça paraît logique à partir du moment où ceux qui sont. En plus, là, on discute quand même a priori de situations dramatiques, hein, des Syriens, des Afghans, des Irakiens, Érythréens ou Soudanais. Je parlais pas seulement du droit d'asile. Oui, non, mais juste la liberté de circulation des migrants ou des réfugiés qui fuient des endroits où aujourd'hui ils sont en train de mourir, ils sont en train de se faire massacrer, le droit d'asile est ouvert en France, mais l'immigration en général. Le droit d'asile, il est quand même particulièrement compliqué avec la loi, les Dublinages et tout ça, où finalement c'est dans le premier pays où on arrive en Europe. Mais nous, ce qu'on veut dire, c'est aussi cette idée pas de contrôle aux frontières. Ouais, parce qu'on pense qu'aujourd'hui un monde de coopération, un monde de solidarité, c'est important, et qu'on puisse assurer la liberté de circulation des gens. Oui, c'est pour nous fondamental. Et vous ne voyez aucune tension liée à la cohabitation des populations dans certaines villes françaises, dans certains quartiers français? Ça ne suscite pas aussi, ça ne participe pas de la montée du populisme? Au sein des pays, il y a quand même la liberté de circulation entre des régions, des villes et tout ça. Donc pourquoi on ne l'imaginerait pas au-delà de ça? Pourquoi il faudrait absolument des contrôles? Pourquoi il y aurait des gens qui n'auraient pas le droit d'aller à tel endroit parce qu'ils seraient nés ailleurs? Enfin, nous, on est souverain. Oui, mais la souveraineté, on peut parler de souveraineté planétaire, on peut parler qu'on est citoyen du monde et tout ça. Non, mais bon, après, voilà, je comprends bien que vous concevez ça des frontières naturelles, mais nous, on pense qu'effectivement, ce serait un progrès social, un progrès humain d'une planète sans frontières où on peut circuler librement, mais un peu comme c'était le cas à la préhistoire. Vous savez, il n'y avait pas tellement de frontières pour empêcher les gens de marcher. Et finalement, c'est aussi ça l'essor de l'humanité, c'est qu'elle a pu circuler librement et puis s'installer à peu près là où elle voulait. C'est difficile à couper, Philippe Poutou. Ah oui, il reste 1 minute 30. Une question sur votre parcours. On a retrouvé cette photo. Regardez, vous êtes, je crois que c'est lors de votre première télé en 2003. Est-ce que vous avez pris goût à la notoriété au bain de foule? Non, pas du tout. Le bain de foule, c'était les manifs. C'était une manif à l'époque. Non, mais j'en ai fait plein. Bain de foule, c'est le bain de foule. Oui, un bain de foule. Non, là, c'était les manifs Ford, tout ça. Là. Quand on vous demande des selfies, est-ce que ça vous fait plaisir? Je trouve ça sympa, je trouve ça chaleureux, surtout ces derniers jours, hein, parce qu'il y a eu un événement le 4 avril qui fait que dans la rue, le lendemain, plein de gens m'ont dit merci et ont pris des photos. Et ça vous touche? Mais c'est touchant, bien sûr, c'est touchant, parce que c'est vrai que nous, c'est ce qu'on veut faire dans cette campagne-là. C'est pas un truc personnel du tout, on veut porter la parole, on veut faire entendre la colère, la révolte contre ce système-là. Et c'est vrai que quand des gens disent, c'est super, vous nous avez représentés, vous dites des choses, ça fait plaisir, parce que quelque part, il y a un boulot qui est accompli, et puis il y a un retour, mais c'est pas du tout dans l'idée d'être flatté ou quoi que ce soit. C'est pas la célébrité. Ça fait partie des batailles qu'on mène, et puis voilà. Donc, comme une grève ou comme une lutte, on est content quand ça 10 fait. secondes, s'il vous plaît, Philippe Poutou. La dernière question, est-ce que vous avez un regret? Je crois que c'est votre dernière campagne présidentielle. Je crois que vous l'avez dit. Est-ce que vous avez un regret? Non, pas du tout. Non, mais le regret, enfin, si, il y en aurait un, mais c'est qu'il y a eu un débat le 4 avril et puis qu'on n'a même pas été fichu d'en faire un deuxième. Hein, voilà, c'est con parce que. Vous êtes quand même là ce soir. Oui, non, mais c'est pas un débat parce que ça manque aussi des confrontations directes, de pouvoir dire à des Fillon, à des Le Pen que ce sont des voleurs et des menteurs. C'est vrai que ça manque de pouvoir le dire. Oui, mais il y aurait pu avoir une suite, on aurait pu discuter un peu plus de ça. Et c'est le regret qu'on peut avoir, c'est qu'il n'y a pas eu de débat pour pouvoir discuter réellement. Merci à vous, Philippe Poutou, d'avoir été avec nous. Merci Philippe Poutou. À tout à l'heure pour votre conclusion. Et c'est maintenant